Merci, Monsieur Vigier. Pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Alain Tourret. Monsieur Verchères, je vous ai déjà dit de faire attention à vos cordes vocales. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, la situation de l'emploi en France n'est guère brillante. La France compte plus de 10% de chômeurs. Plus de 25% de ces jeunes de 15 à 25 ans sont au chômage. Depuis 2012, début du quinquennat du président Hollande, la hausse du nombre de chômeurs dépasse 700 000, chiffre jamais atteint. Quelques précisions. Jamais depuis 5 années, le nombre de chômeurs n'a baissé 2 mois de suite. Plus de 360 000 salariés ont recours chaque année aux ruptures conventionnelles. Ce chômage de masse concerne des populations dont 80% ont un niveau inférieur ou égal au baccalauréat. Notre société est bloquée, prise de sinistrose. Ainsi que vous l'avez souligné, Madame la Ministre, pour un nombre croissant de jeunes, l'horizon du CDI tourne au mirage, puisqu'en 20 années, l'âge moyen d'accès au CDI est passé de 22 ans à 27 ans. 700 000 emplois ont donc été détruits dans le secteur privé, alors même que 70 000 emplois supplémentaires, sans compter les contrats aidés, étaient décidés dans la fonction publique, notamment dans l'enseignement. D'un côté, une précarisation toujours plus forte, ressentie comme une agression, car c'est la remise en cause d'un équilibre de vie. D'un autre côté, une stabilité et une sécurisation indéniables, alors même que le plus souvent, salariés du public et salariés du privé effectuent le même travail. Le dialogue social est au point mort. Moins de 8% des Français sont syndiqués. Et la formation concerne plus l'employabilité et la mutabilité interne de ceux qui ont un emploi que la situation désespérante de ceux qui n'en ont pas ou qui n'en trouvent pas. Or, c'est par le dialogue social, par la négociation collective que les verrous d'une société bloquée sauteront. Mais pour autant, faut-il sauvagement déréglementer en ne retenant que le contrat individuel au détriment de la norme collective? L'échec massif des syndicats, qu'ils soient réformistes ou révolutionnaires, ne doit pas créer un rideau de fumée sur ce qui se passe dans l'entreprise. Une entreprise, c'est une collectivité, avec du personnel, avec des entrepreneurs, avec des organisations syndicales qui signent, notamment pour la CGT, et il faut le rappeler, près de 80% des accords, et participent ainsi au dialogue social par le bien-être collectif. Mais c'est bien l'entrepreneur qui prend des risques, qui crée de l'emploi, qui participe à la richesse nationale, au pouvoir d'achat et à la relance de la consommation. L'entrepreneur ne peut rien faire seul, faute de quoi notre société ne serait constituée que d'auto-entrepreneurs. Cet entrepreneur, c'est aussi bien l'artisan avec 2 salariés que le responsable d'un groupe international comptant plusieurs centaines de milliers de salariés. L'employeur, c'est bien sûr, même en période de mondialisation, le responsable de la TPE, ces petites entreprises qui fourmillent et comptent pour les unes moins de 11 personnes et pour les autres moins de 50 personnes. C'est là les TPE, c'est là la richesse de la France. Il faut donc répondre à un casse-tête politique, favoriser la création de l'emploi dans les TPE et empêcher le licenciement de milliers de personnes dans les grands groupes si avides de délocalisation. Créer de l'emploi, tel était le but du projet de loi incitant de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. Après la loi Macron, l'ambition du gouvernement était énorme. Déverrouiller, oxygéner, libérer, créer. Or, depuis 1945, la vie de l'entreprise est codifiée par un droit du travail conçu par un amoncellement sans fin de normes et d'interdictions. Un droit du travail où les dommages et intérêts sont punitifs et non pas facteurs d'indemnisation. L'ambition du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, je vous sens ses grés, était immense. Elle pouvait s'appuyer sur des précédents qui furent autant de réussites, comme en Allemagne, comme en Italie. Mais la société française, la classe politique, la classe syndicale sont profondément marquées par le concept de lutte des classes, par une certitude inavouée que seul l'État peut répartir. On a souvent cité Lacordaire, qui fit au XIXe siècle un tabac en prétendant que c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
Une belle phrase, sans aucun doute, doublée d'une ignorance totale sur le plan économique, marquée par le simplisme de la réflexion. Le résultat de plusieurs mois d'efforts de la ministre, du rapporteur, des différentes commissions débouchées sur un compromis qui ne laissera pas une grande trace dans la légistique sociale. Les erreurs, il est vrai, se sont accumulées, à commencer par une vérité peu contestable. Il fallait présenter cette loi en 2012. Elle aurait pu participer au redémarrage de l'économie française et en tout cas persuader les entrepreneurs qui décident d'employer ou de ne pas employer que la France ne veut pas les matraquer fiscalement, mais qu'elle est avec eux, qu'elle est derrière eux. Aujourd'hui, c'est sans doute trop tard et c'est bien dommage. L'erreur d'aiguillage est flagrante car cette loi n'apparaît pas comme favorisant l'embauche, mais comme fragilisant l'emploi. De la flexisécurité qui voulait être l'inspiration de cette loi, les Français n'ont retenu que la flexibilité et par là même la fragilité. C'est pourquoi près de 80% d'entre eux restent à convaincre que cette loi favorisera et l'économie et l'emploi. La négociation avec les partenaires syndicaux s'est révélée calamiteuse, même si les syndicats réformistes ont pu se laisser convaincre. Mais c'est au prix d'un détricotage de la loi initiale qui fait que désormais les associations d'employeurs ne veulent plus de cette loi, à la différence de la loi Macron. Mais le pire était à venir, avec les attaques conjuguées de la droite prise dans un délire libéral, en oubliant le gaullisme social. Pourquoi avez-vous oublié le général de Gaulle? Pourquoi avez-vous oublié Philippe Séguin? La primaire présidentielle de droite est passée par là. Pour n'importe quel candidat, ils sont désormais près de 15 chez vous. Il faut désormais supprimer tous les impôts, licencier par centaines de milliers les fonctionnaires, diriger la France en supprimant et la règle et la loi. La droite, pâlement imitée par le centre, a donc décidé de s'opposer à cette loi et à toutes les règles de progrès qu'elle comporte sans même les avoir lues. L'esprit politicien l'a désormais emporté sur l'esprit politique. La France n'a finalement que la droite qu'elle mérite. Et M. Guénaud, authentique gaulliste, n'a plus que ses yeux pour pleurer en regardant un champ de ruines où l'anarchie tente encore en vain de remplacer la règle. Cette loi libérale a trouvé de surprenants alliés. Passons sur les communistes, toujours persuadés des vertus des nationalisations du programme commun et de l'économie administrée. À leur côté, près de 40 députés socialistes s'opposent avec une volonté farouche à cette loi. Et près de 35 d'entre eux étaient prêts à signer une motion de censure contre le gouvernement. Le goût du mortifère l'emporte désormais sur tout. À l'évidence, deux gauches irréconciliables viennent de naître sous nos yeux. Dans la tradition de l'opposition Ferry-Clémenceau, Monsieur le Premier ministre, dans la tradition du choc qui coupa le SPD en deux, au temps de Helmut Schmidt et de Oscar Lafontaine. Le gouvernement aurait dû, Monsieur le Premier ministre, le président de la République aurait dû en prendre acte beaucoup plus tôt pour reconstituer des majorités d'idées. Ce que veulent les Français, ce n'est pas de l'idéologie ou libérale ou nationale, c'est un surcroît de pouvoir d'achat. Au sein de notre groupe, nous ne suivrons pas les frondeurs, ne serait-ce que parce que la fronde avec Condé s'est toujours comportée en féodaux opposés au pouvoir royal qui assurera toujours, de même que la République, la grandeur de la France. Pourquoi faut-il ne pas voter la motion de censure? Tout d'abord parce que nous ne souhaitons pas qu'une crise institutionnelle, avec la démission du gouvernement, ne vienne s'ajouter à la crise économique européenne et mondiale. Au moment où la France doit être rassemblée pour lutter de toutes ses forces contre le terrorisme. Ensuite, parce qu'en rejetant la motion de censure, nous allons adopter les aspects positifs dont personne ne parle, les dispositions d'une loi qui en compte beaucoup, il faut les rappeler. Le texte proposé par le gouvernement est très différent de celui proposé en Conseil des ministres au cours du mois de février dernier. Près de 500 amendements ont été adoptés, montrant ainsi une nouvelle culture, associant le Parlement, associant le législatif à l'exécutif. La première mouture était soutenue par les associations d'employeurs. On retrouve un calme indispensable dans cet hémicycle. Il est bien malheureux que tout cela relève désormais du passé. Il suffisait pourtant de peu de choses.
et de retirer, comme cela a été fait, Monsieur le Roi, s'il vous plaît. comme nous le demandions, l'inscription des 61 principes essentiels rédigés par Robert Badinter. Il était en effet, écoutez-le, parce que ça va vous faire plaisir, il était en effet insupportable de voir inscrit dans la loi que la liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne pouvait être restreinte que par l'exercice d'autres droits et libertés ou par le bon fonctionnement de l'entreprise. C'était d'évidence permettre l'intrusion du communautarisme dans l'entreprise, et cela, jamais. Le texte a également été bonifié par l'adoption d'un de nos amendements soutenus par Dominique Orliac, à laquelle je rends hommage, sur la protection de la femme enceinte lors de son retour dans l'entreprise. Ce texte a été enrichi par l'adoption de mesures favorables aux petites entreprises, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ainsi, une entreprise employant moins de 11 salariés pourra se séparer de 1 ou de plusieurs salariés si elle est confrontée à une baisse de commandes ou de chiffre d'affaires pendant au moins un trimestre. Ce seuil est porté à 2 trimestres pour les entreprises de 11 à 50, à 3 trimestres pour les entreprises de 50 à 300 et enfin à 4 trimestres au-delà de 300 personnes. Il est par ailleurs prévu que des critères alternatifs puissent être invoqués par l'employeur ainsi que le reconnaît la Chambre sociale de la Cour de cassation, à savoir les pertes d'exploitation, la dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation. Le gouvernement aurait pu s'y opposer tant les risques de sanctions du Conseil constitutionnel sont grands, en raison de la rupture du principe d'égalité. Il a cependant décidé d'inscrire ce principe très favorable aux TPE, et il a eu raison. De même a-t-il créé de nouveaux droits en termes de congés, de compte personnel d'activité, même s'il n'a pas accepté notre proposition d'exonérer les TPE du compte pénibilité, et j'espère que dans la navette on y arrivera. Bien mieux, alors que nous demandions au gouvernement de rendre possible le recours au système assurantiel pour la prise en charge des conséquences indemnitaires des licenciements, le gouvernement a prévu des dispositions fiscales permettant l'anticipation du coût même des licenciements. L'une des mesures les plus importantes de ce texte concerne l'adaptation du droit du travail à l'ère du numérique. Le droit à la déconnexion permet enfin d'assurer le respect de la vie personnelle et familiale des salariés. Cette mesure est proprement révolutionnaire, tant le stress au travail est devenu une réalité. La crispation de certains sur l'inversion de la hiérarchie des normes est incompréhensible. Croire que l'accord d'entreprise est systématiquement pris pour contourner l'accord de branche est inepte et montre en tout cas une volonté de rejeter la discussion au sein de l'entreprise. Car l'entreprise, c'est d'abord un lieu de discussion et l'entreprise, ce n'est pas d'abord un lieu d'affrontement. On aurait pu aller plus loin en élargissant le référendum au sein de l'entreprise. On doit enfin relever la sagesse du gouvernement qui a renoncé à taxer les CDD, ce qui n'aurait pas manqué de nuire à l'emploi. Le texte qui nous est proposé est long, sans doute beaucoup trop long. Au moment où il faut simplifier le droit du travail, il prévoit des mesures positives pour l'emploi, positives pour les salariés. Certains, nombreux au sein de notre groupe, auraient préféré qu'il aille plus loin dans la protection des salariés. D'autres auraient préféré qu'on renforce la souplesse. Nous sommes donc arrivés à une forme d'équilibre. Nous refusons de voter une motion de censure destructrice. Nous refusons de mêler notre voix au tintamarre de cet après-midi. Ce que nous voulons, c'est rassembler la France. L'utilisation de l'article 49.3. S'il vous plaît, on écoute la fin de l'intervention de l'orateur. Et une preuve de la bonne santé du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, nous aurions aimé un gouvernement de combat. Nous aurions aimé ne pas perdre notre temps et nos convictions sur la déchéance de nationalité. Fiasco constitutionnel s'il en est. Nous souhaitons, dans l'année à venir, que le gouvernement se préoccupe des Français, qu'il s'inscrive dans la volonté de renforcer les services publics, qu'il se préoccupe de la protection et de la sécurité des personnes. Dans cette période troublée que certains veulent utiliser à des fins politiciennes, nous voulons plus de solidarité. Nous voulons surtout plus de laïcité. Que dans cette dernière année du quinquennat, le gouvernement propose à la représentation nationale des textes qui rassemblent, des textes qui renforcent l'unité de la France, qui doit retrouver un rôle essentiel en Europe au moment où la Grande-Bretagne s'engage dans le Brexit, ce dont personne ne parle.
et où de nouvelles et grandes migrations menacent la France et l'Europe. Nos combats franco-français relèvent de picrocole. Ils ne sont pas à la hauteur des enjeux internationaux. Rappelez donc avec force que l'État doit affirmer son rôle de protecteur, que l'État doit assurer la protection des Français contre le terrorisme. Telles sont nos exigences, Monsieur le Premier ministre. Loin du fracas actuel, la France a besoin de retrouver sa sérénité. La France a besoin de retrouver le sens de l'État. Nous ne voterons donc pas la motion de censure qui nous est proposée. Merci, Monsieur Alain.